Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour. Amis de la police, amis du café, bonjour. Il est 21 heures. Dans quelques secondes, nous allons recevoir, je crois qu'on peut le dire, un ami de la police également, Taha Bouafs. Nous allons faire un débat pendant une heure et demie, qui fait suite, alors pour ceux qui nous rejoignent, à la projection d'un pays qui tient sage sur la plateforme de Jour de fête. Et je vais tout de suite donner la parole à Mélanie. Mélanie, ça va être la maîtresse de cérémonie. Et cette jeune fille que vous n'avez peut-être pas vraiment vue, mais qui a œuvré dans l'œuvre pendant des mois et des mois pour les débats autour d'un pays qui tient sage. C'est elle qui a organisé de main de maître tout ça. Il faudrait que tu parles parce que pour l'instant, il y a le nom de quelqu'un d'autre qui apparaît. Euh, Je parle alors. C'est moi, je suis là. voilà, voilà. Donc voilà Mélanie. Et juste à côté, il est là, Taha Bouafs, avec qui on va discuter pendant une heure et demie autour du film et puis autour de son actualité, de son travail, de son métier de journaliste, reporter. Voilà, Mélanie, je te donne la parole. Nous sommes en direct. Merci David. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour une énième séance virtuelle cette fois, donc du film Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Comme tu l'as dit, donc David, c'est une séance virtuelle qui a pris place à 19h30 ce soir sur la plateforme VOD du distributeur du film Jour de fête. Et on fait suivre cette séance donc d'un débat, comme on l'a déjà fait à 2 reprises, comme on le refera encore avec d'autres intervenantes et intervenants, des débats qui prennent place donc sur ton Twitch, David, et également sur la page Facebook du film qui s'appelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, les films qui font débat. Donc on vous invite à poser vos questions sur le film à David et à Taha, sur ces deux canaux de diffusion. Le film est donc sorti en salle, en vrai, le 30 septembre dernier, entre deux confinements. Il a eu beaucoup de succès, on vous en remercie pour ça. Et il est sorti donc le 2 mars en VOD et en DVD, que voici juste là. Un DVD dans lequel vous pouvez retrouver évidemment le film, c'est le but du DVD, mais également des scènes complémentaires que vous n'avez pas vues dans le film. Bon, passons à notre invité. C'est bon, là, Passons à notre le invité, placement de tu as raison. produit. Et C'est donc, bon. j'arrête avec l'instant promo. Et donc, on est ravis, Taha Bouafs, de t'accueillir ce soir. On est d'autant plus content que c'est la première fois qu'on peut discuter avec toi du film. Pour te présenter, bon, on ne te présente plus, mais on a quand même envie de le faire. Tu es journaliste, reporter pour Le Média, spécialiste entre autres des mouvements sociaux. Tu es celui qui a révélé, filmé, entre autres aussi, les images d'Alexandre Benalla sur la place de la Contrescarpe. Donc, c'était le 1er mai 2018. C'est une vidéo qui est devenue extrêmement virale et qui révélera, bien sûr, qu'il s'agit sous ce casque de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron chargé de sa sécurité. Des images qu'on voit dans le film et que tu commentes d'ailleurs, mais surtout, tu interviens dans le film face à Benoît Barré, secrétaire national province du syndicat Alliance. Ça a rendu personne indifférent. D'ailleurs, dans les salles de cinéma, pour celles et ceux qui avaient découvert le film en salle, on entend beaucoup de réactions sur ces scènes-là. Merci donc d'être avec nous, particulièrement aujourd'hui, car tu as une journée peu anodine et on en parlera également. Très rapidement, pour resituer, je reprends une phrase qui a été dite aujourd'hui et on va dire où, quand, pourquoi, comment. Avoir un téléphone ne fait pas de lui un journaliste. C'est ce qu'a dit Maître Liénard aujourd'hui, donc l'avocat du policier à ton propos, ce matin au tribunal correctionnel de Créteil. Ça a été live tweeté par David Dufresne sur son Twitter. Pour resituer, le 11 juin 2019, tu couvres une manifestation à Alfortville qui est menée par des travailleurs sans papier. Ce jour-là, tu es interpellé par un policier qui te roue de coups, vidéo à l'appui, qui te menotte, qui te met en garde à vue. En tout cas, tout cela a pour conséquence une épaule déboîtée de ton côté et 10 jours d'interruption de travail. Tu dois comparaître donc devant le tribunal correctionnel de Créteil, mais pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Tu es en effet accusé par l'agent de la BAC de l'avoir traité de racaille de flic. Mais l'affaire, elle est renvoyée 2 fois, notamment dans l'attente des conclusions de l'enquête de l'IGPN que tu as saisie justement parce que toi-même, tu portes plainte pour violence.
Et puis, alors que tu devais comparaître le vendredi 8 janvier, cette fois, c'est ton avocat, Maître Harry Halimi, qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Pour lui, il y a une rupture d'égalité donc devant la loi, évidemment, entre les forces de l'ordre et les victimes de violences policières. J'essaie de la faire très courte, hein, mais c'est pour resituer un peu le contexte. Et puis, il y a l'absence, évidemment, d'audition des témoins sur place, l'absence d'exploitation des images de vidéosurveillance, etc. Une situation qui est très représentative de ce qu'on voit beaucoup, de ce qu'on voit dans un pays qui se tient sage. Et aujourd'hui, donc ce matin, ce 10 mars, c'était ton procès qui se tenait donc à Créteil. Ton avocat, Maître Halimi, plaide la relaxe pour outrage et rébellion et il demande la condamnation de l'État pour ce qu'il juge ce matin être responsable de tout ce qui se passe ici. Un verdict qui sera ensuite rendu donc, le 11 mai prochain à 13h30. Et le policier dira, lui, pendant cette audience, qu'il ne comprend pas pourquoi il doit se justifier sur cette affaire et pourquoi on en fait une montagne, alors que, je cite, dans sa carrière, il a commis des choses bien plus graves. Il était un peu surréaliste ce procès, non? Est-ce que tu veux un peu, avant qu'on commence, nous en parler peut-être? Bonsoir, merci pour l'invitation. Du coup, bonsoir David, bonsoir Mélanie, bonsoir à tout le monde, bonsoir au chat, surtout qui est là ce soir. Bah ouais, c'était un procès un peu spécial. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fatigant, d'épuisant pour moi. C'est en même temps le but de ce genre de procès. Ça fait presque 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans entre l'attente de la restitution du téléphone, les demandes d'audience pour la restitution du téléphone, l'attente du rapport de l'IGPN, les confrontations à l'IGPN, les renvois pour je ne sais quelle raison, etc. Et c'est vrai que c'est une stratégie, voilà, on parle souvent, voilà, des procédures bâillons qui sont intentées contre des journalistes qui enquêtent contre des multinationales, etc., ou des milliardaires qui leur collent des procès pour essayer, voilà, de les dissuader finalement de travailler sur ce genre de sujet, pour les fatiguer, pour les épuiser financièrement, moralement, etc. Et bien, c'est la même chose avec la police nationale. J'ai en plus un certain nombre d'autres procès avec avec des policiers, des syndicalistes policiers, avec le ministère lui-même. Et donc, ce procès, ça fait 2 ans que ça dure. C'est un procès qui devrait effectivement normalement avoir été réglé depuis bien longtemps, puisqu'il y a une vidéo qui montre quand même, du début à la fin, la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là, c'est-à-dire que j'étais sur mon lieu de travail, si je puis dire, c'est un peu partout mon lieu de travail, mais effectivement sur ce piquet de grève de travailleurs sans papier de Chronopost, qui en plus, il faut le dire, il y en a pas mal qui ont été régularisés. Eh bien, donc je faisais des interviews, je filmais un peu ce qui se passait, et donc on a un homme un peu, voilà, capuché qui arrive vers moi et qui me demande d'arrêter de filmer. Donc je me dis, bon, s'il me demande d'arrêter de filmer, c'est que c'est un policier. Je lui demande une première fois son matricule, il refuse, il me dit, bah non, j'ai pas de matricule à te donner. Bon, comme de toute façon, la plupart des policiers qui n'ont ni matricule, ni RIO, ni quoi que ce soit d'autre. Et donc, à ce moment-là, moi, il commence à me pousser, etc. Et il me demande d'arrêter de filmer, ce que je ne fais pas. Bon, très rapidement, il va me mettre un coup, je vais m'énerver. Et effectivement, je vais dire que le comportement de la personne que j'ai en face de moi, c'est pas un comportement c'est un comportement voilà, de violent, de délinquant, de racaille, si on veut. Et à ce moment-là, donc, je me retrouve interpellé, plaqué au sol. Je me fais déboîter l'épaule, je me fais menotter avec l'épaule déboîtée, on me met dans une voiture de police. Et donc, c'est ce policier de la BAC, Maxime Demer, qui s'installe à ma gauche dans le véhicule et qui commence à me frapper, à me mettre des coups de poing au visage alors que je suis menotté. Donc, on a affaire à un peu ce genre de personnage, et ensuite, avec toutes les insultes racistes qui vont bien, et toutes les allusions, etc. Et donc, je passe 24 heures en garde à vue, je vais à l'hôpital, j'ai 10 jours d'ITT et 3 semaines d'arrêt. Je veux dire, ce qui n'est quand même pas rien. Ça tombe pas du ciel. Enfin, 10 jours d'ITT, au-delà de 8 jours, on peut considérer qu'on passe sur du criminel, quoi. Donc, c'est quand même une situation qui est assez grave. Je suis journaliste. Immédiatement, au moment de mon arrestation, il y a des sociétés de journalistes, et pas des plus gauchistes par ailleurs, BFM TV, etc., qui signent un communiqué de soutien, des syndicats de la profession, Amnesty International, etc., et qui dénoncent tous justement cette atteinte à la liberté d'informer et ces violences qui ont eu lieu ce jour-là. Et donc pour moi, bon, c'était réglé. Et ben en fait non, puisque l'enquête en fait a été fermée très rapidement. Les vidéos qui pouvaient permettre d'établir la vérité n'ont pas été versées au dossier,
et l'enquête a été clôturée rapidement et moi j'ai été poursuivi et le policier pas du tout. Et donc là, ça fait 2 ans que j'essaie de me débattre tant bien que mal pour montrer une vidéo simple qui montre ce qui s'est passé. Et donc même avec cette vidéo, on se dit c'est compliqué. Alors vous imaginez s'il n'y avait pas eu cette vidéo, bon, voilà, il y a tout un tas de gens, et particulièrement en banlieue, ce que Maxime Demer appellera les jeunes locaux, peut-être que, peut-être qu'on y reviendra, mais qui sont condamnés simplement sur des faux procès-verbaux. Et ça, c'est absolument fréquent, je veux dire systématique, mais c'est quand même quelque chose d'assez, Et alors, d'assez. pour avoir été présent au procès, en effet, ce que le policier donne comme argument pour le fait qu'il t'ait tutoyé, comme je le fais là, mais là je le fais par amitié et parce qu'on se connaît, c'est parce que effectivement tu ressemblais à ce qu'il a appelé un jeune Un gamin local, local, un un jeune. gamin local, voilà. Hein, c'est-à-dire un maghrébin. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'ailleurs la présidente du tribunal, c'est pas ton avocat, à ce moment-là, qui lui a demandé, et qui a insisté, mais pourquoi vous tutoyez Monsieur Bouafs? Et donc il répond, bah oui, bah en temps normal, c'est ce qu'on fait. Donc, c'était un procès qui était extrêmement intéressant parce que, au-delà évidemment de toucher directement, en fait, on va y revenir, je pense, toute la soirée. Il y avait tout un esprit policier, toute une pratique policière qui était au détour de certaines phrases qui sonnaient presque comme des aveux de la part du policier. En vrai, c'était assez. Je pense vraiment que toutes ces phrases-là, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment quand on les assemble, on voit bien véritablement le problème de la police aujourd'hui. Tu as ce truc du jeune local qui explique que bon, lui, il est policier de la BAC dans le 9-4 à Alfortville. Et il pensait que c'était un petit jeune d'Alfortville, quoi. C'est un petit jeune d'Alfortville qui arrive là avec son sweat, etc. Et qui pouvait tutoyer parce que bon, on n'est pas tous égaux finalement face à la justice et face à la police avec ces gens-là. Et la phrase, elle l'a dit Mélanie, où il explique, il dit, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il passe quasiment plus d'une heure à la barre quand moi j'y passe 15 minutes alors que c'est censé être mon procès. En fait, ça se retourne complètement contre lui. Et en fait, comme l'a dit Mélanie, il sort cette phrase qui est absolument incroyable et qui dit, mais je ne comprends pas là, pourquoi je dois m'expliquer en long, en large et en travers, ça me dépasse franchement, j'ai déjà fait dans ma carrière des choses bien plus graves et j'ai pas eu à me justifier. Bon, tu te dis, mais ce mec, mais enfin, c'est Alors génial ce ça, que tu es en train de dire. effectivement, c'est la phrase clé. On saura jamais quelle est la part du moi, du surmoi dans cette phrase-là, mais effectivement, à un moment donné, il a cette chose-là. Dans le chat, on a quelqu'un que je vais citer qu'une seule fois, c'est Valka, parce qu'elle me dit que c'est pas à peine que je la cite à chaque fois. C'est vrai qu'elle est très prolixe et elle écrit beaucoup, donc je ne la citerai que ce soir, mais je l'encourage à continuer à commenter. En effet, elle dit la fameuse justice Bayon s'est retrouvée avec un porte-voix aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le policier intente un procès pour outrage et rébellion. Alors la rébellion, a priori, elle est tombée puisque même le procureur n'a pas demandé de poursuite. Il faut rappeler que sur l'outrage, elle a demandé quasiment le minimum, c'est-à-dire 700 euros, et ces réquisitions ont été très, très, très rapides. Enfin, il n'y avait pas énormément de conviction. On ne sait pas ce que ça donnera, mais bon. Et tout le procès, en fait, en effet, s'est transformé, alors que d'ordinaire, c'est pas ce qui se passe pour les procès en outrage, où en gros, la parole du policier vaut 10 fois celle de la personne. Là, c'était quasiment comme un procès en diffamation, où finalement, celui qui s'estime diffamé, donc lui, outragé, est obligé de s'expliquer. Et plus il s'expliquait, plus on sentait quand même il y avait une perte il y avait de la friture sur la ligne, quoi. D'une part parce que tu as pu produire la vidéo, que la vidéo ne correspond absolument pas au PV des policiers. Il faudrait aussi parler de ça. C'est le fait que tu trouvé 4 policiers pour entendre quelque chose qui ne figure pas dans la vidéo. Ce qui a mis quand même assez en colère la présidente. Je sais pas comment toi tu l'as vécu parce que tu étais au cœur du débat, mais la présidente a quand même dit aux policiers, vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles, vous avez le droit d'être imparfait, mais vous n'avez pas le droit de falsifier. Ce qui est quand même Oui, une bien sûr. phrase assez, enfin très rude, très très rude. Non, c'était un procès absolument passionnant. Mais pour reprendre ce que tu disais, David, au début de ton intervention, mais tu dis, ouais, effectivement, ça ne se passe pas comme ça généralement. Et l'avocat des policiers, il dit, mais Madame la Présidente, je ne comprends pas, on en fait 150 par jour des procès comme ça. C'est-à-dire,
C'est quasiment, voilà, c'est la parole du flic. Le flic, il dit ça, bon, bah voilà, emballer, c'est peser, ça dégage, t'es condamné. Et en fait, il n'y a jamais, il y a jamais de procès équitable dans ce genre de moment. Si ce n'est quand parfois il y a des vidéos et encore. Et effectivement, je pense que c'est vrai que c'est assez rare ces moments un peu dans les tribunaux, en tout cas de ma petite expérience, où voilà, on a une présidente de séance qui insiste sur le policier, il lui dit, mais attendez, mais ça ne correspond pas à ce que vous dites. Ni vous, ni votre collègue untel, ni votre collègue machin chouette, ni votre machin. Elle lui dit, bah, je veux bien que vous vous trompiez, etc. Mais vous ne pouvez pas tous vous tromper en même temps. Et là, il dit ce truc qui est aussi extraordinaire, mais le gars est vraiment passé aux aveux à ce moment-là des pratiques policières. C'était vraiment le procès des pratiques policières. Il dit, euh, ouais, non, mais pourquoi est-ce qu'on a mis tous le même truc? C'est parce qu'on s'est concerté. Je dis, mais c'est pas. Enfin, tu vois, mais tu vois, c'est quand même. Voilà, on a tout ce qu'il faut, quoi. On a tout ce qu'il faut. Le gars, il a pas de brassard, il tutoie, il arrête pour rien, il frappe, il fait des faux PV, et puis à la fin, il comprend même pas pourquoi il doit. Enfin, c'est du Alors, début à la fin, c'est on, assez. on va passer la parole à la La régie, question. à Mélanie, parce que j'imagine que Mélanie a plein de questions. Il y Il a y des en- questions qui commencent à arriver, ouais. voilà. Donc, Euh, c'est l'équipe de Jour de Fête qui me transmet ça. Alors, sur Facebook, on a donc Julien, pardon pour la prononciation, hein, excusez-moi, Laurenson peut-être, qui dit: Bonjour, bravo pour votre film courageux et nécessaire. Pensez-vous que des poursuites judiciaires seront possibles contre les gradés qui donnaient les directives aux forces de l'ordre sur le terrain pendant les manifs des Gilets jaunes? C'est une question pour vous deux. ah, Vas-y, je te laisse commencer. non, non, vas-y toi. Écoute, je sais pas, ça dépend, c'est la conviction, c'est des trucs de volonté politique en réalité. Quand on a un président de la République qui explique que oui, un ministre de l'Intérieur qui explique que oui, il est plus compliqué d'être policier, nos policiers sont pris à partie et qui les défend chaque fois et tout le temps, et qu'on a l'IGPN qui est finalement, et on l'a vu, il y a eu ce reportage d'envoyé spécial qui montrait le nombre de procédures contre la police dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, VS le nombre de policiers condamnés. C'était quasiment 400 procédures pour deux condamnations, il faut voir lesquelles. On voit qu'il n'y a pas de volonté aujourd'hui, pour l'instant, de condamner ces pratiques-là. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison. C'est parce que c'est effectivement les ordres qui sont donnés. Pourquoi ces ordres sont donnés? C'est parce que, et pourquoi il y a une impunité? Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, hein, et le gouvernement a tellement épuisé, a tellement méprisé toutes les résistances démocratiques et les recours démocratiques de contestation dans le pays, que ce soit l'opposition parlementaire, que ce soit les grèves, les syndicats, etc., les grandes manifestations qu'il y a pu avoir contre la réforme des retraites, contre la réforme du pacte ferroviaire, contre la loi sécurité globale et compagnie, et le mouvement des Gilets jaunes, que ce gouvernement, en réalité, ne tient plus que par une chose, c'est-à-dire la répression, la matraque. Et ça, les policiers, ils l'ont très bien compris. Et quand ils disent, oui, attention, si l'un de nous est condamné, eh ben, et il l'a dit, Liénard, en plus, au procès. Il dit, un jour, faites Lénard, gaffe, hein, à force c'est l'avocat des policiers. Liénard, c'est l'avocat donc des policiers et donc du policier qui m'a agressé. Il dit, attention, si vous continuez à dire du mal des policiers, un jour, les policiers, ils vont tout laisser tomber et ils laisseront tout le monde foutre le feu. Il l'a dit aussi ce soir sur Quotidien. Voilà, c'est ça la réalité, c'est une sorte de chantage et ils Absolument. ont besoin l'un de l'autre en réalité. Absolument. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. On l'entend même dans le Beauvau de la sécurité, quand des policiers sont mis. Et pourtant, faut se lever parce qu'en 9 heures de débat, il y a dû y avoir 2 minutes où ils étaient un peu mis sur le gris. C'est l'argument qui arrive tout de suite. C'est-à-dire, attendez, attention, nous sommes le rempart de la République. Si on s'écroule, la République s'écroule. C'est une forme de chantage absolument impossible. Ce qui empêche tout débat critique au sens noble du terme, puisque on nous explique immédiatement que, bah, en fait, si on critique trop, il n'y a plus de police, donc il n'y a plus de République. Et évidemment, c'est une forme de chantage. Mélanie, tu as d'autres questions ou pas? Oui, bien sûr, j'en ai plein.
Alors vas-y. Sur Twitch, Demas19 vous demande, avez-vous réussi à répertorier, recenser le nombre de personnes injustement emprisonnées sous de fausses déclarations? Merci. Ah bah, non, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, mais j'invite qui veut à, à se rendre à des comparutions immédiates. À Paris, c'est tous les matins, tous les jours. Enfin, c'est à 13h. Où on comprend la fabrication d'une justice qui est expéditive. Donc, rien que les comparutions immédiates, je ne dis pas que on ne, on ne condamne que des innocents, je ne dis pas ça du tout. Mais en revanche, il y a une fabrication de la condamnation qui est absolument renversante. Et sur la question des outrages et rébellions, oui, alors il n'y a aucun chiffre précis parce que c'est absolument improuvable. Le cas de Taha ce matin est un cas d'école dans le sens où on peut prouver que les accusations des policiers ne sont pas fondées. Mais parce qu'il y a une vidéo. Mais dans la plupart des cas, dans 99% des cas, il n'y a pas de vidéo. Et donc, c'est parole contre parole. Et comme je le disais tout à l'heure, la parole d'un policier est beaucoup plus forte, a beaucoup plus de poids que la parole d'un citoyen. Cela dit, moi ce matin, j'ai été vraiment frappé de voir que le tribunal, alors est-ce qu'il feignait de découvrir que la parole policière n'était pas tout à fait juste, je ne sais pas, mais on lisait quand même sur certains visages, malgré les masques, quand même une forme de colère, hein, en disant, mais donc en gros, ça veut dire, vous les policiers, parfois vous mentez. Donc nous, la justice, comment on fait? Parce que d'ailleurs, Ari Halimi, ton avocat, a évidemment plaidé à la fin. Donc non, il n'y a pas de chiffre, il y a pas de chiffre précis. Vas-y. Il y a un Tu veux invité réagir? surprise là? Où Non, ça, je où vois, ça? je vois quelqu'un. Ah mais oui, mais il arrive trop tôt. Ah, Il arrive trop ciao. tôt. Il arrive trop Ciao, tôt. je me passe. On m'a pas prévenu. Ah, C'est pas le policier, vous inquiétez pas. il arrive Je me trop. passe, je me casse, je me casse. Non, reste, mais on se parle dans. Maître Harry Halimi nous rejoint, donc nous surprend dans un Zoom Je l'ai vu avec nous popper ce comme ça. soir. Le voilà. Dans un très beau fauteuil orange, on dirait. Donc Formidable. vous pouvez aussi poser vos Formidable. questions. Alors C'est laisser, mon fauteuil de vieillesse. on va laisser Taha discuter et Arié, tu es évidemment le bienvenu pour nous écouter et tu interviens à tout moment comme tu le souhaites. Alors, Est-ce Du que tu coup, veux c'est quoi? On prend des répondre, questions Hein? est-ce que tu veux répondre à ce qui vient d'être posé comme question sur le fait de répertorier et de recenser le nombre de personnes injustement emprisonnées sous de fausses déclarations, ou est-ce que... Bah ça, je pense, c'est comme l'a dit David, c'est très compliqué à aller vérifier, mais en même temps, je veux dire, c'est la parole du policier contre la parole de la personne. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez... euh, euh, ça a été documenté plein de fois, tout le temps, à chaque fois, et des témoignages des habitants des quartiers populaires, des manifestants, etc., qui disent, en fait, quand un policier va te taper, il ne va pas écrire dans son procès verbal qu'il t'a tapé parce que ta gueule lui revenait pas, quoi. Donc, je veux dire, c'est très compliqué. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des violences, il y a une partie d'arrangement, en fait, dans ces procès. C'est ce que disait la présidente de la séance, c'est vous n'avez pas le droit d'arranger la vérité, de la falsifier, etc. Et je pense que c'était vraiment important qu'ils l'entendent et que les policiers qui étaient aussi dans la salle venus soutenir l'entendent. C'est quand même c'est la réclusion criminelle. C'est les assises. Faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, c'est les assises. C'est 10-15 ans de prison, normalement, dans une justice qui fonctionne. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que sinon, bah, en fait, la justice, elle ne fonctionne plus. En fait, la justice, elle ne fonctionne plus. Donc, je pense que c'est assez difficile de répertorier le nombre de faux en écriture publique, si bien que cette pratique est répandue. J'ai discuté la dernière fois avec euh, quelqu'un que m'a envoyé David, qui s'appelle Monsieur Delarue, qui est le président de la commission sur les rapports presse-police, et qui me disait, oui, enfin, on discutait, en fait, dans le sujet, il m'a appris une chose, c'est qu'une fois, il y avait un donc, c'est policier Jean-Claude Delarue qui est l'ancien président de la CNCDH, de la CNCDH, Commission exactement. nationale
consultatif Consultatif des droits de l'homme. des droits de l'homme, qui est chargé par Matignon. Alors au départ, c'était, parce ça tu peux boire un petit verre d'eau, puis moi je fais un peu mon boulot comme ça, qui est chargé, qui était chargé au départ de réécrire l'article 24, le fameux dont on va beaucoup parler, je pense, avec Arié tout à l'heure. Et puis finalement, il a dit non, non, moi je ne vais pas réécrire l'article 24. Et donc la commission s'est transformée en commission sur les relations entre la police et la presse. Nous avons été quelques-uns à être invités. Moi, j'ai eu d'aller la semaine dernière et c'est de ça dont tu parles. Alors toi, tu n'es pas Voilà. allé Non, devant la commission. mais on a eu une discussion. Voilà. On a eu une discussion. Et donc, il m'a appris une chose. Bon, moi, je suis pas, vous le savez, je suis un peu le jeune là, de l'équipe, mais du coup, il y a un petit moment, je crois, Enfin, en 2003. tu l'étais à l'époque de Benalla, mais maintenant, En tu as 2003. 23 ans. Enfin, je veux dire, attention, il y a des plus jeunes. Hein. Il disait Sur TikTok, on ne voit pas, par exemple. Je veux dire, attention quand même. C'est vrai, je laisse ça à Marlène Schiappa. Du coup, il disait que, tu vois, un jour, il y avait ce policier qui avait été mis en examen pour faux en écriture publique et que le jour de sa mise en examen, au tribunal de Bobigny, si je ne dis pas de bêtises, il y a 800 policiers qui sont ramenés devant le tribunal pour le soutenir. Alors que c'était avéré, il avait fait ses faux en écriture publique. Et là, il s'est dit, ouais, en fait, c'est tout le monde, enfin, c'est très. Attendez, je voudrais juste faire un tout petit point. J'avais essayé de mettre une autre scène pour bidouiller le zoom, et donc vous n'entendiez pas la question de Mélanie. Je m'excuse. Donc Mélanie, est-ce que tu peux reposer la question? Je toucherai plus au zoom. Alors attends une seconde, du coup. Voilà. Donc sur Twitch, Laurine KLF demande du coup pourquoi avoir totalement occulté d'un pays qui se tient sage les principaux concernés par des violences policières systématiques et quotidiennes. Je pense que c'est pour toi, David. Alors attends, pour le coup, c'est moi qui n'ai pas écouté. Pardon, excuse-moi. Je la refais, mais Oui. je poserai des questions 1000 fois pour toi, David, je les répéterai. Allons-y, pardon. Désolé. Laurine KLF sur Twitch Oui. demande du coup pourquoi avoir totalement occulté d'un pays qui se tient sage les principaux concernés des violences policières systématiques et quotidiennes. Parce que, alors d'abord, je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas, et d'ailleurs, je rends hommage là, parce que je pense que tu as une des phrases les plus importantes dans le film, quand il parle des quartiers comme laboratoire de la police, de laboratoire du maintien de l'ordre de la police depuis 20-30 ans, qu'il remonte le temps. Je pense que le titre du film clairement fait référence évidemment à Mantes-la-Jolie, et quand on fait référence à Mantes-la-Jolie, quand on connaît l'histoire, on fait référence à ça. Mantes-la-Jolie, c'est 1991, c'est ce qu'on va commencer à appeler, de manière impropre de mon point de vue, les violences urbaines. 1991, on a dans les années 80 la banlieue lyonnaise, et 91, on a Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie est très marqué par ça. C'est à ce moment-là qu'il va commencer à y avoir vraiment un changement de doctrine et d'armement chez les policiers, etc. Donc, la référence un pays qui se tient sage, c'est une classe qui se tient sage, c'est 2018, évidemment, c'est pas 91, mais c'est Mantes-la-Jolie. Et puis, finalement, c'est la scène Mantes-la-Jolie qui est décortiquée le plus. Mais au fond, il faut pas qu'il y ait d'erreur. C'est pas un film sur les violences policières. C'est peut-être même pas un film tout à fait sur la police. C'est un film autour de la fameuse phrase de Max Weber sur la légitimité de l'emploi de la force et du prétendu monopole, qui n'est pas acquis, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de journée, mais qui est revendiqué.
Et la phrase de Max Weber, donc sociologue allemand de 1919, en réalité, il ne parle pas de la police. Cette phrase-là ne parle pas de la police, elle parle de l'État. L'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Et partant de là, évidemment qu'il est question des violences policières dans les quartiers. Et un autre élément qui a fait, alors qui est un peu plus compliqué, c'est que quand on était en montage, nous on avait appris que le comité Adama préparait un film avec les gens de la rumeur sur leur combat. Et un film, en fait, il est pas tout seul. Il est dans un écosystème. Euh, dans une production littéraire, cinématographique, télévisuelle, journalistique, sociologique. Et donc, je m'étais dit, ça sert à rien de parler de ça en long, en large et en travers, puisqu'a priori, il y aura un film au même moment qui doit sortir. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Comité Adama est en pleine bataille. Presque toutes les semaines, il y a des nouveaux éléments. Donc, je crois que c'est pour ça que le film qui était prévu, non pas est repoussé, mais enfin, il vit sa vie. Bon. Et donc, voilà, c'était ces choses-là. Mais fondamentalement, c'est parce que le film est sur la question, c'est plus sur une question philosophique. Jusqu'où l'État peut aller pour se défendre. On a d'autres questions. Une question sur Twitch de Periodista qui demande, je pense que c'est aux deux, hein, à vous deux, êtes-vous toujours en relation avec le policier syndicaliste qui dialogue avec Taha dans le film? Alors je pense que tous les deux, vous pouvez répondre à cette question. Moi, non, Mais perso. toi, Voilà, c'est réglé. Donc, il s'agit de Benoît Benoît Barré. Barré, qui est un des porte-parole du syndicat Alliance. Il se trouve qu'après le film, je l'ai revu sur un plateau télé. Voilà. On n'a pas de relation en dehors de ça. Euh, je sais qu'il a vu le film, mais non, il y a pas de relation. Il me semble, Taha, que tu l'avais quand même recroisé lors d'une manifestation. Je crois que c'était à la manifestation de Alliance, en fait. Ah non, je l'ai croisé. Ah oui, je sais que je l'ai croisé. Quand je l'ai croisé à la manifestation de Alliance devant le siège de la France Insoumise, quand Mélenchon avait traité les policiers de barbares. C'est ça. Ouais, je l'ai recroisé, mais bon, voilà quoi. Enfin, moi, en fait, je le connais pas, ce gars. Je vais parler avec lui et j'aspire pas à réavoir une discussion avec lui. Euh, voilà, c'était un gars de mauvaise foi, comme tous les. Bon, après, il était dans son rôle, quoi. Il était dans son rôle de syndicaliste d'Alliance. Bon, pour moi, c'est très peu intéressant et je pense que pour ceux qui ont vu le film, bon, c'est une séquence où le mec défend coûte que coûte, puis à la fin finit par lâcher un peu, mais bon, on sent que voilà, c'est à contre-cœur. Et puis surtout, moi, j'ai un passif avec Alliance, c'est que moi, le syndicat Alliance, comme pour tous les autres syndicats, Marcel sur Twitter et compagnie, mais le syndicat Alliance spécifiquement a fait 2 tracts sur moi en me représentant comme un chien avec de la bave, en écrivant Taha Bouaf, ça la rage, etc. Donc, clairement, c'est des tracts pour me mettre une cible dans le dos et pour dire à leurs adhérents, attention à celui-là, voilà, c'est la prime à celui qui va l'attraper, quoi, en réalité. C'est Et il y a d'ailleurs eu, l'exemple que tu donnes aujourd'hui à ton procès quand le policier en face et son avocat disent qu'eux-mêmes sont menacés, que lui-même il se sent menacé sur les réseaux. Tu reprends justement cet exemple-là pour dire que toi aussi tu fais face à ces menaces-là de l'autre côté, en fait. Oui, c'est clair. Et puis de toute façon, par ailleurs, c'était même pas le fond de l'affaire. Je veux dire, je veux dire, parce qu'on est menacé sur les réseaux sociaux, on se permet de taper des journalistes qu'on croise dans la rue, ça n'a aucun sens. Enfin, avec tout un tas d'arguments qui sont à chaque fois déroulés par les avocats de la police et les syndicalistes policiers pour faire pleurer les chaumières et en fait faire oublier de la réalité des pratiques policières. Ils ont carrément, l'avocat Liénard donc, a commencé carrément à parler de Magnanville, donc un attentat terroriste qui n'a aucun espèce de lien avec une couverture d'un mouvement social de sans-papier où j'étais en train de faire mon boulot. Donc c'est toujours le truc, voilà, il a même utilisé c'est les mêmes poncifs. Oui, papa, maman se sont fait égorger devant leurs enfants. Voilà, vous n'avez pas honte, soutenez nos policiers. Voilà. C'est vraiment de ce niveau-là. Et puis à chaque fois, oui, on est menacé, oui, machin. Je veux dire, quand c'est les mêmes qui, eux, sont à l'origine des menaces, il y a ce groupe
Et en plus, eux, c'est dans l'impunité, puisqu'on a en tête, je pense, tout ce groupe Facebook de 8000 policiers, TN Rabio officiel sur Facebook, qui est sous le coup d'une enquête du parquet et qui, malgré ça, continue à exister. Et malgré ça, moi, je continue à recevoir des insultes racistes là-dessus. Et il y a des menaces aussi sur David, etc. Moi, on propose de me catapulter de l'autre côté de la Méditerranée et de m'écarteler et compagnie. Enfin, je veux dire, c'est pas des arguments en réalité, surtout quand ce sont leurs propres méthodes, quoi. Alors, je suis désolé, c'est un peu bizarre. Je vais être obligé de faire la police. C'est pas, j'aime pas trop ça. Alors, d'abord, je précise, là, je suis en train de montrer le fameux tract dont tu parles, hein, Taha Ok. Bouafs à la rage. Non, je suis obligé de vous dire. Alors, d'abord, j'ai oublié de remercier François Robin et Eurial qui œuvrent ce soir encore comme modo dans le chat. Très, très sincèrement, ça sert à rien de traiter tel ou tel de facho, de trucs, de machin. C'est pas l'idée. L'idée, d'apporter de la connaissance, d'apporter du débat, d'apporter de la contradiction. Mais on peut pas, ne tombez pas dans la diffamation, quoi. Voilà, je vous le dis, voilà, c'est pas ici que ça se passe. On supporte pas d'être victime de ça sur Twitter. C'est pas pour le faire ici, quoi. Voilà, je suis désolé. Je pense qu'on peut aller au fond des choses sans passer par ce genre de truc. Il y avait cela dit des choses intéressantes. Oui, par exemple, Ragben Zero qui dit Alliance, c'est comme la FNSEA, leur rôle est important quand les politiques sont faibles. Je crois qu'effectivement, il faudra, on en parlera plus tard dans d'autres émissions, mais je crois qu'effectivement, le rôle des syndicats, leur montée en puissance de certains syndicats de police s'explique en effet par finalement une, une fébrilité du monde politique. C'était très clair sous le règne de Castaner. Darmanin semble s'accommoder beaucoup plus des syndicats, mais il n'est pas dit qu'il ait le dernier mot. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, hein, concernant la police, et les syndicats restent et les ministres passent. Voilà. Alors je vois qu'il y a derrière t'as quelqu'un qui. Alors je vais meubler, je vais meubler. Il n'y a pas de souci. J'ai d'autres questions, hein, sinon, hein. Non, non, il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème. Attends, on va prendre ça tranquille. Voilà, hop. Voilà, là tu es tranquille, je suis tout seul, fais ce que tu as à faire. La vie en communauté. Bon, ok. Non, il n'y a pas de souci. Donc, Mélanie voulait prendre la parole. Si jamais il y a quelqu'un qui nous suit, qui serait capable de me dire comment ce de Zoom pourrait repasser automatique quand celui qui parle apparaît sur l'écran, parce qu'en fait, depuis le début de l'émission, je me bats avec ça. Voilà, j'arrive pas à retrouver le truc, vous savez, où quand on prend la parole, celui qui prend la parole est en ligne. Voilà, et affiché. Ouais, je sais plus comment c'est. Je vais retrouver. Les questions Twitch, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions sur Facebook aussi, hein, sur la page et les films qui font débat. On attend vos questions. Il y a Rodrigo de la Vega qui nous dit merci d'organiser ce live, ce sujet est crucial. Pourquoi Benalla n'est pas en prison à cette heure-ci? Pourquoi cet homme est-il tant protégé? Vaste question. Alors déjà, je vais laisser ta répondre, mais pas sûr que la prison soit la meilleure chose, quoi. Voilà, je suis pas sûr que de souhaiter la prison soit forcément le premier réflexe que moi j'aurais. En revanche, souhaiter qu'il y ait justice, oui. Et là, on peut effectivement s'interroger sur la lenteur de la justice, mais je laisse Ta donner son point de vue. Bah, moi, je suis un peu comme toi, hein. Moi, je suis pas pour que les gens aient en tôle. Je compte la prison de base. Donc, c'est pas une solution, mais c'est vrai que bon, c'est un peu rageant de savoir que certains vont en tôle pour une fourchette qu'ils ont chopée dans le Phuket et d'autres bah, peuvent taper, peuvent avoir
peuvent frauder, peuvent avoir des passeports diplomatiques par-ci par-là, des téléphones cryptés, magouillés avec des oligarques russes, faire tout ce voilà, quoi, tout ce qu'on connaît de l'affaire Benalla, et puis continuer à pouvoir faire le kiké très tranquillement sur Twitter, être invité à BFM TV comme un consultant sécurité, continuer à faire son business voilà, sur notre dos tout simplement, quoi. C'est vrai que on a un petit goût amer dans la bouche quand si on fait le moins de paix de côté, dans les 6 mois, on est devant un juge, quoi. Bon, j'ai pas d'autres choses à ajouter à part que les puissants sont souvent protégés et puis voilà, quoi. En vrai, l'affaire Benalla, elle est intéressante du point de vue des mécanismes politiques. Mais c'est vrai qu'au niveau de la justice, bon, quand on est forcément proche du pouvoir, bah, ça traîne, quoi. On a une question de Chubiron. Oui, Le, je le su- l'ai. Ah ben tu l'as, alors vas-y. Le sujet des violences policières se sont imposés à vous par la force des choses ou c'était déjà des sujets qui vous passionnaient depuis toujours? Tu veux commencer ou je commence, David? Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Bah moi, je me faisais baffer par les keufs dès 12 ans. Donc, si tu veux, ça s'est un peu imposé à moi. Bon, les violences policières, je connais. Avant même de bosser et de travailler sur la question, bah, je le subissais, quoi. Comme toutes les personnes arabes dans ce pays, quoi. Donc, c'est vrai que je suis devenu journaliste parce que il y avait ces choses qui existaient. Et donc, forcément, je bosse sur ces questions. Et voilà. Alors, moi, c'était moins les violences policières que la police, en fait. Il se trouve que dans mon boulot, depuis une trentaine d'années, je m'occupe parfois de la police, puis je l'abandonne, je la laisse très longtemps, puis je reviens. Bon, là, c'est la période sans doute dans ma vie la plus longue où je me consacre à la police. Et d'ailleurs, cette émission est le prolongement, alors que il y a encore 3 semaines, je disais à mes amis que j'allais tout laisser tomber pour passer à autre chose. Moi, je m'intéresse beaucoup à la police depuis une trentaine d'années en fait, sur l'aspect du rétrécissement des libertés toujours, mais qu'elle peut incarner. Et donc, que ce soit le maintien de l'ordre, que ce soit l'antiterrorisme, que ce soit le renseignement, ce sont des questions qui m'ont toujours passionné. Mais là, je dois dire que avec l'avènement finalement du travail de gens comme Gaspard Glance, comme Stéphanie Roy, comme Rémi Buzine, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres moins connus, etc. L'irruption de cette documentation, de ces vidéos, de ces photos, de ces témoignages, puis le travail, enfin puis et en même temps le travail des comités, notamment des comités de quartier, des collectifs dans les quartiers qui depuis 5, 10, 15, 20 ans fournissent un travail de fond, certains collectifs d'avocats, le travail de certains chercheurs. En fait, en ce moment, il y a une matière absolument passionnante qu'il faut tenter de soutenir, d'aider, d'accompagner, et puis voilà quoi. Je crois que si on ne s'intéresse pas à la police, de toute façon, la police s'intéressera à nous. Donc, faut- ça vaut le coup de le faire, quoi. Alors, j'ai une autre question sur Twitch, Sambou54 qui demande: les syndicats de police ont un accès plus important aux médias que les victimes de violences policières. Qu'est-ce que vous en pensez? Les médias s'intéressent plus aux... Alors, je reprends Oui, la question. Excuse-moi, non mais je t'en prie. je l'ai perdu. Ah ouais, ok, je vous avais perdu pendant un moment. Du coup, Euh, je réponds, tu réponds, je peux commencer? Vas-y, vas-y. Bah, tout simplement parce qu'il faut regarder la coloration politique des médias dans lesquels ils sont invités. Et en réalité, quand on sait que depuis des années, depuis que je suis gamin, tu allumes ta télé 3 fois par semaine, le soir, tu as des émissions, c'est des odes aux sécuritaires et à la police, enquête d'action avec la BAC de Barbès, avec la brigade machin chouette de Nice, avec la gendarmerie de Persan, je sais pas. Enfin, c'est 3 fois par semaine, toutes les semaines, depuis des années. Et en réalité, tout cet aspect sécuritaire et ce tournant qu'on est en train de vivre aujourd'hui
dans l'aspect législatif et politique des choses, notamment avec la loi sécurité globale, qui est un véritable basculement dans notre modèle de société vers le tout sécuritaire, vers le tout répressif, vers une société de surveillance de masse où on accorde des prérogatives très importantes à des agents de sécurité privés, à la police municipale, avec les drones, avec les caméras de vidéosurveillance, avec l'interdiction de filmer la police, etc. Tout ça, le terrain a été préparé en réalité par tout un tas de médias, et notamment à la télévision, surtout la télévision, où on a eu pendant des années des reportages qui expliquaient en réalité que le problème de la France, c'était le côté sécuritaire et le côté de la police qui attaquait de toutes parts, etc. Alors qu'en réalité, bien sûr, je peux entendre qu'il y ait des conditions de travail qui soient difficiles dans la police nationale, mais ça, ce n'est pas l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des politiques qui ne donnent pas des moyens nécessaires, ou que sais-je, ou les salaires, ou j'en sais rien. Ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas le problème des manifestants ou le problème des gens en banlieue. Et puis, quand on nous parle voilà, de malaise dans la police ou de suicides, etc., des suicides, il y en a énormément aussi. À France Télécom, il y a eu le procès il n'y a pas longtemps, chez les cheminots, etc. Donc, il y a eu tout un terrain qui a été préparé pendant des années pour l'avènement justement de cet état police, bon, état de police, si ce n'est état policier. Et en réalité, il y a voilà, une véritable volonté dans certains médias. On l'a vu pendant, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, pour prendre des exemples beaucoup plus récents et qui parlent peut-être au chat, des journalistes de LCI en caméra embarquée avec derrière les Bravem. Donc cette brigade de répression motorisée, vous savez, c'est les nouveaux voltigeurs. Donc un policier à l'avant en moto et un policier à l'arrière avec une matraque, sauf que dans une moto sur 10, tu as un policier et puis un journaliste derrière avec une caméra. Donc, et souvent, et pendant longtemps, on a eu ces journalistes embedded, on dit, c'est-à-dire embarqués avec les dispositifs policiers qui sont en fait juste des relais de la propagande policière. Ces journalistes aussi, parfois, pas tous, hein, mais ce principe du journaliste police-justice, sa première source, c'est le commissaire qu'il a de l'autre côté du fil. Et donc, ça crée une forme de dépendance un peu malsaine vis-à-vis de la police, de la préfecture de police, des commissaires, des commissariats, qui sont leurs sources principales. Et donc, le mec va se dire, je ne vais pas me fâcher avec le commissaire à faire un papier un peu critique, etc., ou à inviter tel ou tel, parce que derrière, bah, moi, j'aurais plus mes petites infos pour mes faits diversiers ou pour mes affaires. Donc, il y a un vrai problème, et donc du coup politique, et d'architecture, de structurelle même dans les médias et dans le journalisme. Alors, il y a plusieurs personnes qui évoquent dans le chat le journalisme de préfecture. En fait, il faut savoir que c'est un terme qui est très vieux, qui date de presque un siècle. On disait les préfectoriers, donc c'était l'idée donc, par rapport à la préfecture de police, hein, qui vont prendre leurs sources uniquement à la police. On avait eu l'occasion d'en parler avec Ari Halimi. Alors, il y a des gens qui s'inquiètent. Il est où Ari Halimi? Alors, je crois qu'il est chez lui, armé d'une capuche. Alors, je ne sais pas s'il tient à se montrer en capuche ou pas. Donc, oui, donc je vais lui donner la parole. Alors là aussi, ça va faire partie, je pense, dans Au Poste quand même, d'un sujet récurrent sur la médiatisation, etc. Moi, je note quand même que, notamment avec les Gilets jaunes, il y a eu un effet assez fort où une partie des Gilets jaunes qui ont eu affaire à la police et à la justice ont justement tout d'un coup compris que c'était plus que la police n'était pas Bernard de la Villardière. Enfin, c'était pas la police de ce bon Bernard, que ça avait rien à voir. Et donc, il y a eu un sentiment presque de trahison, c'est-à-dire que quand on entendait dans les salles de pas perdus du tribunal de Paris, de comparaison immédiate, on voyait presque le désarroi de gens qui ne pensaient pas que la police était ça, parce qu'ils avaient été biberonnés à TF1, à LCI, à M6, etc. Et donc je pense que sur ce plan-là, il y a une évolution qui va s'opérer. Il y a quelques émissions qui quand même essayent de temps en temps, comme Envoyé spécial, qui de temps en Bien temps, sûr. à heure de grande écoute, bon, voilà, le terme violence policière, aujourd'hui, il apparaît tout le temps, hein, au point d'ailleurs que le policier qui t'a poursuivi ce matin, qui t'accuse
enfin, De l'avoir filmé violemment. voilà, de l'avoir filmé violemment. Et non, mais surtout, il fait une confusion sur violence policière. Tu peux raconter ça ou pas? Ah oui, bon, c'est une anecdote, mais le gars donc qui m'arrête, enfin le policier qui me demande d'arrêter de filmer, de ça, il se rapproche de moi, il commence à me pousser, à me mettre un coup, et puis il me dit arrête parce que je vais t'arrêter. Je dis pourquoi? Il me dit pour violence policière. Et voilà. Je Donc, dis, non, mais mais ce qui montre combien le terme est rentré dans les, euh, dans le langage courant, quoi. là où il y avait des guillemets ou voire pas Voilà. qui n'étaient pas du tout utilisés Alors, avant. Mais c'est ça, c'est vrai. on va donner la parole à Maître Halimi, qui n'était pas habillé comme ça au tribunal de Créteil tout à l'heure, qui était en robe d'avocat. Et te voici en robe de combattant. Non, mais je voulais d'abord préciser, Monsieur Dufresne, Monsieur le jeune local, que toute confusion avec un personnage fictif ou réel serait purement fortuite. Ça, il faut le dire, parce que les jeunes locaux, ce ne sont pas des racailles, même si on pourrait le croire. Et les journaleux également ne sont pas des racailles. Les policiers non plus ne sont pas des racailles. Il faut d'abord le préciser, c'est important. En revanche, effectivement, il y a une confusion qui est un petit peu Ah, voilà, dérangeante. maître Yoda, je vous préfère en Maître Halimi. Il Voilà. était déguisé en Maxime Demer pour ceux qui n'avaient pas. Je le répète, toute confusion, toute Ah oui. ressemblance avec un personnage fortuit ou réel ou n'est une pure. Voilà. Je ne sais pas quelle est la question, Monsieur Dufresne, par rapport à Non, ce procès, par rapport. non, mais on va Il y a revenir. plein d'autres questions Ah, qui alors, arrivent ok. Non, et certaines où Harry pourra évidemment répondre. d'accord, d'accord. Alors, je pense que c'est en plus dans la continuité de ce qui vient être dit. Sur Twitch, Mino dit: êtes-vous positif sur l'avenir vis-à-vis de l'évolution des mentalités et de la connaissance sur la réalité de la violence policière? Je peux répéter, hein. Arié. Ouais. Si on peut répéter la question, s'il vous plaît. Ouais. Et Alors, est-ce que j'ai le droit de garder le silence quand on me pose des questions aussi? Bah, écoutez, vous êtes l'invité surprise. Faites des efforts quand même. Faites des Très bien. efforts. nous, on fait l'effort de vous accueillir en tant qu'invité surprise. Alors maintenant, D'ailleurs, je suis ravi de vous rejoindre ce soir. Et donc, si vous pouviez juste répéter la question pour que je puisse y je répondre. répète. Êtes-vous positif sur l'avenir vis-à-vis de l'évolution des mentalités et de la connaissance sur la réalité des violences policières? C'est une question très précise. Je crois qu'on a tous, on s'est tous rendu compte que effectivement le mot violence policière est devenu quand même un mot qui est dans le champ médiatique, qui est dans le champ politique. C'est un mot qui est discuté y compris au plus haut niveau de l'État. On voit pendant un temps, on a eu et on le voit dans le film d'ailleurs. Emmanuel Macron, puis Castaner, puis maintenant on a également le nouveau ministre de l'Intérieur qui pendant un temps ont contesté mordicus le terme violence policière en disant que les violences policières n'existaient pas. Et puis il y a eu un basculement, et je pense que le basculement il vient pas de nulle part, il vient également du travail des journalistes, de Taha, de David, de tous les journalistes qui travaillent sur les violences policières récurrentes, qui les mettent à jour, qui les mettent dans le champ médiatique et qui rendent compte. Et c'est parce qu'il y a ce travail, également le travail des associations, le travail des avocats également, mais c'est parce qu'il y a tout ce travail qui relève de l'ordre du discours, parce que le discours, c'est important. Il y a une vraie guerre sur le discours et sur la sémantique, mais également sur la réalité de ce qui se passe dans le rapport entre la police et les citoyens, que le mot violence policière a finalement dû être reconnu, y compris au plus haut niveau de l'État. C'est un basculement important, donc on peut se féliciter de cette évolution des mentalités parce que ça ne peut qu'avoir des conséquences sur le quotidien des personnes qui sont interpellées, qui se font contrôler en permanence. Ça ne peut qu'avoir une conséquence sur le traitement judiciaire des violences policières parce que si le grand public et les politiques acceptent ce terme et reconnaissent qu'il y a un caractère systémique dans les violences policières, ou tout au moins des violences policières, eh bien, on va pouvoir obtenir pour les victimes réparation et des procès et éviter que ça ne se reproduise ad vitam aeternam. Donc oui, je suis plutôt
positif sur cette évolution. Et puis en plus, c'est vrai, de plus en plus de questionnements dans la société civile et dans la presse et aussi devant les tribunaux. Il y a de plus en plus de mises en examen de policiers, là où peut-être avant il y en avait moins et elles étaient moins massives. Il y a notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, et c'est aussi grâce aux réseaux sociaux et au travail fait par les uns et les autres, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Samir. C'était ce réfugié égyptien qui avait été frappé et traîné, sorti de la Seine et avait été traité de sale bico par des policiers qui en riaient et qui avaient été amusés à le tabasser ensuite dans le camion de police. Quand on a révélé cette vidéo, 2 policiers ont été suspendus. Et là, normalement, l'audience Arié, c'est quand? Il y a un policier donc, qui est poursuivi pour cette affaire et qui passe Alors, devant le tribunal correctionnel. il y a eu une première audience la semaine dernière, sauf qu'il y a eu un renvoi pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas accepté que le procureur de la République ne se contente de poursuivre les injures à caractère raciste, parce que le policier avait dit un bico comme ça ne nage pas. Ça coule. Précisément, ça. Et étrangement, le procureur de la République, alors que dans la vidéo que tu avais obtenue de ces témoins qui avaient filmé la scène, sans laquelle d'ailleurs il n'y aurait pas de poursuite, le procureur a estimé que les violences qu'on entendait dans le camion, on entendait Samir crier dans le camion, que ces violences finalement n'avaient pas à être poursuivies. Donc oui, il y a une évolution également dans le traitement judiciaire. Justement, les gens filment aujourd'hui en fait. C'est grâce justement au fait que les gens ont un téléphone portable et puissent filmer ce type de scène qu'il y a de plus en plus de poursuites. Et c'est grâce aux journalistes qu'il y a un traitement de ces images qui permet de faire advenir la vérité. C'est ce que Maintenant, Nico Donald nous dit, les violences ne sont pas le problème pour la hiérarchie policière, seul le fait qu'elles se voient. Bah oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé à cette audience qui était assez fascinant. C'est qu'on a eu une diffusion des images de Taha, et il faut dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup de mal à les obtenir, ces images. Je pense que ça a dû être dit depuis le début, puisque le téléphone portable avait été mis sous scellé, non exploité pendant la garde à vue volontairement, et que le procureur de la République qui protégeait les fonctionnaires de police refusait qu'on obtienne le téléphone portable parce qu'il savait très bien ce qu'il y avait dedans. Il savait très bien qu'il y avait la vérité et il savait très bien que les fonctionnaires de police avaient menti. Grâce donc au travail qui a pu être fait, on a pu obtenir ces images et malgré la diffusion de ces images devant des journalistes, devant le procureur de la République, la procureure de la République, devant l'avocat, devant Monsieur Demer, malgré ces images qui étaient éloquentes, eh ben, ils ont quand même réussi à nier l'existence de ces images comme s'ils ne voulaient pas les voir alors qu'elles étaient devant leurs yeux. Et c'est vraiment assez effrayant en réalité. J'ai beaucoup de questions qui arrivent là, donc je vais vous les poser. Alors allons-y, là c'est le téléphone sonne, allons-y alors donc. Il y a aussi des petits mots, un petit mot pour ta de Guillaume Quintin qui dit « Salut les camarades, pas pu être à Créteil cet après-midi, mais j'étais là en pensée. » Voilà, partage aussi vos... Merci Guillaume. Sur Twitch, Ratus698, ça en est où l'histoire des caméras embarquées par les policiers? Alors, c'est pas une histoire, c'est-à-dire que c'est... je vais me marier peut-être. Donc la généralisation des caméras piétons, ce qu'on appelle les caméras piétons, j'imagine que c'est de ça dont Ratus 198, si c'est bien ça, veut parler. L'idée c'est de les généraliser. Alors la promesse qui est faite, c'est de dire, en filmant, on va pacifier. Ça va pacifier la relation entre l'interpellé ou le contrôlé et le contrôleur et l'interpellateur et le policier, etc. Il se trouve qu'en fait, quand on regarde les études qui ont été produites aux États-Unis, on a toutes sortes de résultats et plutôt des résultats qui disent que non, ça n'a pas tout à fait cette vertu-là. L'autre vertu, ce serait de produire en justice des images, d'une certaine manière, de renverser exactement ce qui s'est passé ce matin. C'est-à-dire que ce matin, Taha a pu démontrer, grâce à une vidéo, que, à minima, ce qui était raconté par les policiers ne correspondait pas à ce que l'on entendait, à ce que l'on voyait dans la vidéo. C'est d'où
parole de la présidente qui a parlé d'éventuelles falsifications, de mensonges et qu'il y avait rupture de confiance entre la justice et la police, etc. Et donc l'idée de la caméra piéton, c'est en tout cas vendu comme ça, et notamment dans la loi sécurité globale, c'est vendu comme, comme ça, la police va pouvoir produire, va pouvoir se défendre, va pouvoir produire, en termes de vidéo, de quoi se défendre, de quoi démontrer qu'elle travaille bien. Or, comme je viens de vous le dire, les études américaines, d'où vient la question de des caméras piétons, démontrent que c'est pas aussi simple que ça. Pareil, ça c'est un sujet qu'on pourra peut-être aborder avec des gens dont sont spécialisés là-dedans. Arié, est-ce que toi tu veux dire quelque chose par rapport à ça dans des dossiers que tu as pu connaître Oui, je peux rajouter quelque chose. Il faut rappeler d'ailleurs que les caméras piétons, elles ont commencé à apparaître pour substituer ce qui avait été promis par François Hollande, à savoir le récipicé au moment des contrôles d'identité. Ces récipicés qui devaient être donnés normalement, hein, c'était une promesse présidentielle, à chaque fois qu'une personne se faisait contrôler, justement pour essayer de réduire ou d'inciter à réduire les contrôles au faciès, pour laquelle la France a été plusieurs fois condamnée. Manuel Valls a dit non, parce que les policiers ne voulaient pas. Et donc là, déjà, on voyait le lobbying des syndicats de police à la manœuvre. Et il a dit, bon, il faut bien qu'on fasse quelque chose, donc on va faire des caméras piétons. Première chose sur ces caméras piétons, celles qui ont été commandées, qui ont coûté assez cher, hein, elles ne fonctionnent pas. Il y avait un bug, et on l'a vu d'ailleurs dans certains dossiers, je ne peux pas évoquer les dossiers, mais il y a certains dossiers où on a vu que les images étaient mal prises ou qu'il y avait un bug dans le logiciel. La deuxième chose, c'est que ces caméras, elles ne sont actionnées que sur la seule volonté du fonctionnaire de police qui détient cette image. Et en plus, c'est quoi cette image finalement, c'est le regard du policier. Ce qui veut dire que c'est l'angle du policier qui est pris par ces images. Enfin, il y a une dernière chose, c'est que ces images, elles posent problème parce qu'aujourd'hui, dans la loi sécurité globale, on a tout un pan, un article de la loi sécurité globale qui tend à utiliser ces images, cette fois pas forcément en faveur des personnes qui sont filmées, c'est-à-dire les militants, les manifestants, les passants, les personnes contrôlées, mais plutôt en leur défaveur, puisque l'objectif est d'utiliser les images de ces caméras piétons qui vont être centralisées sur un centre de commandement et de pouvoir utiliser immédiatement ces images, c'est-à-dire la préfecture de police, par exemple, pour pouvoir communiquer avec ces images en violation de la vie privée des individus sur les réseaux sociaux, finalement, en utilisant des images de personnes qui sont filmées pour faire des commentaires, notamment dans les manifestations. On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné dans les manifestations, notamment les manifestations du comité pour Adama Traoré, où on voyait la préfecture de police qui faisait des tweets pour essayer de dénigrer ou de politiser la manifestation. Voilà, il y a une forme de propagande qui va être utilisée ou qui va être développée grâce à ces caméras piétons. Et donc, il y a un danger finalement dans l'usage de ces caméras piétons. J'espère qu'elles serviront plutôt à un traitement judiciaire pour les violences policières à l'avenir. Bon, maître, soyez gentil de ne pas considérer cette émission au poste comme un concours d'éloquence où la plaidoirie pourrait durer des heures. Nous allons donner la parole au téléphone sonne à Mélanie. Et je suis de retour. Je suis aussi de retour pour vous rappeler que nous sommes donc à celles et ceux qui nous rejoignent donc en live pour un débat sur un pays qui se tient sage avec le journaliste à Abouaf, maître Arié Halimi, son avocat, et l'avocat de bien d'autres évidemment, et David Dufresne, le réalisateur du film. N'hésitez pas donc à poser vos questions. J'en ai pas mal déjà en stock sur Twitch. Pardon pour la prononciation. TWPIMC. Demande la privatisation de l'exercice de la force semble se généraliser sur certains théâtres. Avons-nous à craindre une milicisation de l'action répressive étatique? Bien, on peut évoquer le procès de ce matin. Ce matin, Taha a rappelé, il filme un piquet de grève. Il voit des gens qui empêchent les grévistes d'arborer leurs couleurs, leurs drapeaux, etc. Et donc, pour Taha, il y a des gens de la sécurité privée qui sont là. Et il y a également des policiers qui sont là pour, le terme officiel, sécuriser à la fois la grève. Bon, voilà.
Et en fait, toute l'ambiguïté, c'est qu'on ne sait pas qui est qui. Qui est policier, qui est vigile, qui est de sécurité privée, etc. La loi sécurité globale, dont je le rappelle, elle repasse au Sénat les 16, 17, 18 avril, pardon, 16, 17, 18 mars, euh, axe beaucoup sur la sécurité privée, sur la privatisation d'une partie de la sécurité. Donc effectivement, ça c'est un des enjeux. Sécurité globale, c'est ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que avant, la loi s'appelait le continuum sécuritaire. Sécurité globale, continuum sécuritaire, c'est la même chose. C'est l'idée de dire il faut que le privé prenne sa part dans la sécurité. Et l'argument qui est posé aujourd'hui officiellement, c'est de nous dire Coupe du monde de rugby 2023, Jeux olympiques 2024, il n'y a pas assez de policiers, il faut aller chercher des services privés parce qu'il ne faudrait pas faire comme en Angleterre lors des derniers JO, où finalement c'est l'armée qui a dû faire la sécurisation des Jeux olympiques. Voilà, donc on en est là. Et on parle de plus en plus de sous-traitance de la sécurité, de la police, vers, bon, évidemment c'est très clair pour ceux qui prennent le métro à Paris, hein, même si la RATP est publique, ce n'est pas des agents de police nationale. C'est très clair pour la SNCF, c'est très clair pour les vigiles. Et aujourd'hui, on sait que grosso modo, entre le privé et le public, on a entre 430 000 et 500 000 personnes dont c'est le métier, dont entre guillemets, la sécurité est le métier. Donc en effet, c'est l'enjeu dans lequel on est en train d'entrer complètement. Est-ce que Arié ou Taha voulez dire quelque chose là-dessus ou on passe à Tu as très bien une autre résumé. Moi, j'ai chose trop parlé, alors je laisse la parole à Tara. J'ai plein d'autres questions. Sachez, chers amis, que les avocats, Moi, j'ai pas d'autres choses à. c'est quand même, un genre qui se vexe vite. Alors très bien, Mélanie, allons-y. Alors, sur Facebook, Pierre Gilbert demande, il dit, j'ai vu ce doc, j'imagine qu'il parle donc de Un pays qui se tient sage, d'où viennent les chiffres 27 borgnes et 5 mains arrachées. 27 éborgnés, j'imagine, et 5 Oui, mains arrachées. oui. Ces chiffres, ils viennent de recoupements, ils viennent d'un travail voilà, que j'ai effectué, que d'autres ont effectué. Ils viennent d'Allo Place Beauvau, hein, tout simplement. Et c'est en fait comme ça que ça démarre, hein. Ça démarre sur un lycéen début décembre 2018, jeune, il est lycéen, et qui est en train de perdre son œil. C'est. Donc, ok. comment? Je pensais que tu parlais de Lilian. Non, Lilian, c'est Lilian, c'est bien après, ouais. C'est bien après, c'est en janvier, c'est à Strasbourg. Mm. Et lui, il sort des soldes et il prend effectivement un projectile de LBD. Donc voilà, ces chiffres-là, 27 éborgnés, 5 mains arrachées, ils viennent du travail à l'Oplace Beauvau. Il y a d'autres collectifs, enfin, des collectifs ou des pages Facebook qui avaient fait ça. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été contestés par l'État français et qui ont été repris par le Parlement européen, par le Conseil de l'Europe, par l'ONU, par Amnesty International, par tout un tas de gens, et ça n'a jamais été contesté pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, ils sont en deçà Quand à l'été 2020, je crois, on a eu l'étude des ophtalmologistes des CHU de France, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu plus d'éborgnés. Mais ces éborgnés, si je puis dire, on n'en avait pas eu trace sur les réseaux sociaux ou les proches ne m'avaient pas contacté, etc. Donc en réalité, on est en deçà. Et c'est évidemment ça qui a totalement modifié la donne, c'est-à-dire que en 6 mois, le maintien de l'ordre français avait mutilé autant qu'en 20 ans. Hein, le LBD, en tout cas, avait éborgné autant en quelques mois qu'il ne l'avait fait en 20 ans, notamment dans les quartiers. Ce qui montrait bien le changement d'échelle. Voilà d'où viennent ces chiffres. Et puis, c'est pas nouveau, les éborgnements, hein. Je pense à Madame Kébé, qu'elle repose en paix, qui avait été éborgnée par la police. Aussi, un jeune, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été éborgné par la police à Grenoble, un jeune adolescent. Je crois qu'Arié aussi le défend. Je veux dire, ces histoires-là, on en entend parler depuis très 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 longtemps, et c'est pas depuis les Gilets jaunes que les gens ont commencé à être blessés, voire éborgnés par la police. Et effectivement, comme le dit David,
c'est des chiffres qui sont bien en deçà de la réalité parce qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas tweeté, qui n'ont pas envoyé de mail à Allo Place Beauvau, qui n'ont pas eu accès à ça et qui, dans l'impunité la plus totale et dans le silence le plus assourdissant, ont subi justement ces traumatismes et ces blessures, j'ai envie de dire, de guerre, quoi. Je poursuis mes questions. Sur Twitch, Assez demande comment faites-vous pour tenir moralement Ta pour les procès injustes et David pour le film et le montage. Combien de fois avez-vous pleuré? Moi, j'ai fait que ça pendant la durée du documentaire. Arayé ne nous avait pas rejoint, mais Arayé, on te demande aussi comment tu vas. Voilà. Moi, ça va, mais comme David, comme Ta, mais c'est pas à nous qu'il faut demander ça. C'est surtout à ceux qui ont été victimes de toutes ces violences, parce que c'est eux qui ont perdu leur boulot, qui ont eu leur vie transformée, qui ont des traumatismes et physiques et psychologiques qui sont insondables, dont on parle pas beaucoup. Donc, c'est plutôt d'eux dont il est question. Nous, on fait juste notre job et on essaie de le faire le mieux possible. C'est dur quelquefois, mais c'est surtout pour eux qu'on le fait. Donc, faut vraiment remettre les victimes au centre et pas ceux qui militent pour les victimes. Vous voulez ajouter quelque chose ou je passe Euh, non, je pense que Harry a dit l'essentiel. Mais évidemment que on réalise pas un film comme ça, on n'en sort pas indemne. De la même manière que j'imagine que pour un avocat, passer des années là-dessus, c'est difficile. Taha, n'en parlons pas. Il y a des questions pour Taha plus personnelles là, qui passent, notamment avez-vous peur pour votre intégrité physique lors de vos reportages sur le terrain? La pression morale doit être insoutenable. Oui, bien sûr, tout ça est juste. Et j'en profite puisque j'ai un œil sur le chat pour remercier Enfant Sauvage 51 euh, qui, euh, qui effectivement redonne justement l'histoire du flashball, hein, et il rappelle que c'est à la base une arme de groupe d'intervention pour des forcenés avec otages dans le but d'appréhender avec le moins de risque de tuer. Voilà, ce ne sont pas du tout des armes qui sont en effet, qui ont été, enfin le flashball qui est le frère du LBD, n'a pas du tout été inventé pour être dans des moments de mouvement, de cavalcade ou de choses comme ça. Ce qui fait que les polices européennes, la plupart d'entre elles, ne l'utilisent absolument pas dans le maintien de l'ordre. Parce que ça n'est pas du tout fait pour ça. Voilà. Est-ce que tu veux répondre à la question ou c'est Mélanie qui... Bah, en vrai, bon, Ari a dit le principal et toi aussi, mais euh, je pense que voilà, on sait aussi dans quoi on s'aventure quand on fait ça aussi. Et on le fait parce que, ouais, effectivement, il y a des gens qui subissent bien plus et qui, malheureusement, eux, n'ont pas la chance d'être médiatisés. Moi, je l'ai dit ce matin à mon procès, euh, je pense que ça doit être vraiment voilà, terrible pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le soutien des syndicats de journalistes, de Amnesty, de compagnie, des médiatisations et tout. Et voilà, après, c'est vrai que c'est compliqué quand tu es harcelé sans cesse par les syndicats de police, que tu te fais menacer de mort sur les réseaux sociaux, que tu te fais interpeller tous les 4 matins, que tu te fais frapper par le premier policier venu, que effectivement, il y avait la question, est-ce que tu as peur pour notre intégrité physique? Forcément. Et en même temps, on sait aussi pourquoi on fait ça. Il y a tellement de gens qui ont souffert de ça, il y a tellement de gens qui en souffrent. Et malheureusement, dans l'impunité, et dans l'obscurité la plus totale que en fait on va juste pas se plaindre quoi. On va juste pas se plaindre et puis on va continuer à faire ce qu'on fait quoi. Et pour ceux justement qui ont pas cette chance là. Alors, À vous les studios. À vous les studios. Marion Beauvalet sur Facebook demande quelles sont vos premières impressions concernant le Beauvau de la sécurité qui se tient depuis 1 mois maintenant? Qui a regardé le Beauvau de la sécurité? Ah oui, toi David. Moi, je le regarde religieusement. Euh, tous les 2 lundis, de 9 h du matin à peu près midi et quart, ça dépend des jours. Voilà. Premier Beauvau, c'était sur la communication. Le deuxième, c'était sur l'encadrement, les chefs. Les chefs doivent chefer, c'était
grande phrase. Et le troisième, c'était lundi dernier. Je vous réfère à l'émission qu'on a faite là-dessus. Bah, le Beauvau de la sécurité, c'est évidemment la mascarade totale. C'est-à-dire que ça se voudrait être un moment de transparence, de débat sur les pratiques policières. Et en fait, c'est un entre-soi, mais c'est un entre-soi qui se voit, puisqu'il est transmis. Alors, en fait, on n'est pas nombreux à le regarder, hein, honnêtement. On est plus nombreux à en parler dans cette émission qu'à le regarder en direct. Et les chiffres sont assez catastrophiques. Enfin, il y a parfois 22 personnes sur Twitter qui suivent ce qui se passe et à peine 70, 100 sur Facebook. Autant dire que l'opération de charme ne fonctionne pas du tout, mais on y apprend. Faut rester concentré parce qu'il y a de quoi s'assoupir, mais on y apprend toujours des choses, notamment sur la philosophie de l'institution, sur ses rouages, etc. Après, par rapport à ce qu'on aurait pu attendre, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait dire que le Beauvau de la sécurité, bah, c'est justement la réponse à ce débat qui est monté mois après mois, année après année. Bah, c'est une réponse qui est absolument pas à la hauteur. Voilà, absolument pas à la hauteur. Mais ce qui est assez saisissant quand même, c'est de se dire que tout ça est assez peu préparé. Sauf peut-être les gendarmes, dont il faut dire qu'ils sortent un peu plus leur épingle du jeu, mais alors les policiers, c'est très sincèrement. Et ça rend pas optimiste, toi. Alors après, il y a des moments de rigolade, hein, quand Gérald Darmanin demande à Frédéric Vaux, le patron de la police, si des fois il n'est pas devenu policier grâce à Colombo. Bon bah là, on rigole quand même, on se dit bon, on en est là, quoi, voilà. Et ça se passe dans un beau salon, le salon fumoir du ministère. Voilà. Et C'est celui où tu as claqué la porte, là? C'est celui-là, oui, oui, absolument. Ah, on me dit le son a coupé. Le son a coupé. Ah, 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 mais pas la régie. Non, je crois que c'est tout va bon. bien. Non, non, c'est bon. Euh, Alors, j'ai d'autres questions. Alors, sur Twitch de Nico Donald qui demande: la justice couvre la police en même temps, qui fait les enquêtes pour la justice? Qui enquête sur la justice, du coup? Mhm. C'est une question pour Ari Halimi, je pense, pour Maître Ari Halimi. Ah bah il y a un qui fait les enquêtes sur la justice, c'est un vaste débat, mais on a des inspections générales des services pour la justice, mais bon il y a pas véritablement de service enquêteur spécifique pour la justice elle-même et les services judiciaires. Il y a des services d'enquête administrative, mais c'est tout. Sinon, c'est le procureur de la République qui fait des enquêtes sur la justice, sur les fonctionnaires de police, ou bien des juges d'instruction. Parce que quand on passe en instruction, ce sont des juges plus indépendants que le procureur de la République qui font des enquêtes. Et ils confient ces enquêtes à un service d'enquête spécifique quand il s'agit de policiers. C'est l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, ou bien l'IGGN, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Et c'est un peu compliqué parce que ce sont eux-mêmes des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur des policiers ou des gendarmes. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient même une ligne politique. Quand on se souvient des propos qui avaient été tenus par la directrice générale de l'IGPN, qui avait clairement dit que les violences policières n'existaient pas, c'est un peu compliqué de confier à un service d'enquête dont la ligne politique est de considérer que les violences policières n'existaient pas, des enquêtes sur les violences policières. Donc oui, c'est un système qui doit être changé. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui militent aujourd'hui pour qu'on objective un petit peu les systèmes d'enquête sur les policiers, mais également sur la justice, en le confiant à des services plus autonomes et indépendants. Lily 92 110 commence bien sa question, Maître Alimi. Maître, que pensez-vous de la réforme de l'IGPN? Alors, réforme qui est évoquée, mais qui n'est pas du tout débattue réellement. Il y a des propositions, mais très, très timides. Mais qu'en pensez-vous, Maître? Ah, j'en pense qu'il y a des promesses qui n'engagent que ceux qui les disent, mais pas forcément qu'ils les tiennent. Donc oui, on commence à parler de réforme de l'IGPN à la suite notamment de décès ou d'affaires importantes, hein, comme celle du décès de Cédric Chouviat ou
ou d'autres encore, mais pour l'instant, il n'y a pas de réforme. Il faut qu'il y ait une réforme pour qu'on ait une justice qui soit au-dessus de tout soupçon et au-dessus de tout corporatisme. Voilà ce que j'ai à dire. Il y a quelquefois des enquêtes qui sont bien menées à l'IGPN, parce qu'il y a quelques services qui ont vraiment pris conscience de la problématique, mais si on ne pousse pas politiquement, ils s'arrêtent. Et donc, Alors, oui, une réforme. puisqu'on est en train de perdre le jeune Taha qui je vois, part dans son téléphone, on peut dire que sur l'histoire de ce matin, l'IGPN a quand même rendu un rapport assez cinglant concernant le suite faite par le policier, hein, en parlant de procédures incertaines et douteuses, je crois. Et je répondrai tout à l'heure à la question de Bolchevik qui demande si on a des exemples de police des polices qui fonctionnent mieux avec d'autres principes dans d'autres pays. J'y répondrai après. Mais sur l'histoire de Taha, en fait, il y a plusieurs enquêtes, et notamment une de l'IGPN. Ouais, effectivement, nous, on a déposé plainte assez rapidement et en fait, on s'est retrouvé dans un cas de figure absolument incroyable. C'est que au moment où donc, le téléphone avait été donc, placé sous scellé, qu'on a fait la demande de restitution, etc., il y a l'enquête de l'IGPN qui est déclenchée quelques jours après mon arrestation, enfin, mon dépôt de plainte que j'ai fait directement en garde à vue. Et donc, on a donc l'IGPN qui veut enquêter, qui veut savoir ce qui se passe, ou en tout cas qui demande, voilà, qui convoque, son enquête tranquillement, et qui demande donc l'accès aux vidéos que j'ai tournées, donc qui sont sur mon téléphone, au tribunal. Et on a donc le parquet qui refuse de transmettre à l'IGPN les vidéos et le téléphone. Donc on a l'IGPN qui veut enquêter et le parquet qui représente le ministère public qui dit bah non, on va pas vous filer le téléphone, quoi. Donc on s'est retrouvé dans un truc complètement ouf où l'IGPN a enquêté effectivement et a déterminé, envoyé un mail avant même de rendre son rapport, ce qui je crois est assez rare. Il me reprendra si c'est faux, mais avant même de rendre le rapport à la justice, ils ont envoyé un mail avant la veille de l'audience en disant attention, on n'a pas encore rendu notre rapport, mais on vous alerte quand même sur le fait, Madame la Présidente, que la procédure qui est intentée contre Taha Bouafs est incertaine, voire douteuse. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés convoquer tous les policiers qui étaient présents, y compris le chef, et qui leur ont demandé des comptes, en fait. Et ils leur ont demandé pourquoi vous avez dit ça alors qu'il y avait ça, pourquoi vous avez fait ça alors qu'il y avait ça. Et effectivement, on a l'impression que là, c'est plutôt une enquête qui a marché. Alors, je ne sais pas si c'est le côté médiatique qui fait qu'on a une vidéo qui, de toute façon, démontre la réalité de ce qui s'est passé et qu'avec justement tout le rapport de force politique qui a été engagé par les gens qui travaillent sur cette question et qui ont mis en cause l'IGPN, que ce soit les journalistes, que ce soit les avocats, les collectifs, etc. Peut-être Ariel a dit, je n'ai pas très bien entendu, mais il y a aussi tout un tas de gens à l'IGPN qui ont eu peur. Pour ça, monsieur Bouaf, il faut écouter et pas être plongé sur son téléphone pendant que son avocat parle, quand même, tout de même, hein. Après, nous donnerons la parole à la régie. Parce Il qu'il y a tout un tas de... La régie a plein de questions. Je disais juste qu'il y a tout un tas de gens aussi à l'IGPN qui ont eu peur que l'IGPN disparaisse, tout simplement. Du coup, alors je tiens à préciser qu'il est 22h23 et qu'à 22h30, ça fera 1h30 qu'on est là. Ouais, c'est le début. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit c'est le début. Bon, déjà, vous avez fait rater le match. On est donc à un quart de ce débat. Voilà, c'est ça. Un petit rappel quand même, hein, parce qu'on s'était... Juste pour répondre à Bolchevik et non pas Gic, oui, je le dis mal. Oh là 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 là. Bolchevik, elle va rester celle-là. Et donc, si l'on en croit certains chercheurs comme Sébastien Rocher, comme Cédric Moreau de Bellin, etc., effectivement, ce qui se passe par exemple en Angleterre, où on a non pas une police des polices, mais on a une sorte de médiateur qui fait travailler des policiers, mais qui fait aussi travailler des chercheurs, qui consulte aussi des associations de victimes, etc. Il semblerait que en Angleterre, le contrôle de la police sur la question des violences policières soit beaucoup plus fiable qu'en France. Et même chose en Scandinavie, c'est-à-dire que quand on apporte un peu d'indépendance, ou plus exactement quand on affirme l'indépendance, le travail est plus sérieux et il est mieux fait, quoi. Il y a Nico Donald qui dit les heures sup, c'est de droite.
Euh, Léna, Ah, là, c'est compliqué de répondre cette fois. c'est compliqué. Ah, J'ai on n'entend plus là, le spécialiste. Là, Hein. là, j'ai des questions, tu pourras y répondre, t'inquiète pas. Sur Facebook, Rodrigo de la Vega Ah, demande non, là, je suis. Ah non, c'est la vanne de trop, là. C'est la vanne de trop. t'arrêtes tout, t'annules tout, tu t'en vas. C'est ça. Que faire si un policier refuse de communiquer son numéro d'identification RIO? Merci d'avance. Donc le référentiel des identités de l'organisation de la police. Déjà, tu ne traites pas de racaille. Ça doit t'éviter quelques soucis. Tu peux éventuellement l'interpeller. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est à prévenir l'IGPN éventuellement. Hein, où on peut prévenir l'IGPN en envoyant un signalement sur la plateforme. Quelquefois, ça peut fonctionner, mais encore faut-il... alors, on peut le filmer aussi. Bon, il faut faire gaffe maintenant quand on filme des policiers, parce qu'on peut finir au tribunal. Mais on a encore le droit de filmer des policiers. Bon, maintenant, je pense que ce n'est pas forcément le fait de cibler spécifiquement un policier qui n'a pas son Rio qui est important politiquement. Hein. C'est important de dire que les policiers, de manière générale, n'ont pas leur Rio et qu'ils doivent l'avoir. Donc, voilà. Je pense que c'est plus un problème général qu'un problème individuel. Alors, quelques questions de droite. Quelques questions. Sur Twitch, Chimpzi demande à votre avis quel a été l'impact du Black Lives Matter en France? Y a-t-il eu un avant et un après? Dépendant des émotions globalisées, mais à quel point? Faut-il cela pour que les choses changent un peu en France? Moi, je pense qu'il y a un truc qui est très très important à dire sur cette question, parce que c'est vrai que beaucoup ont dit oui, cet été, les manifestations qui se sont déroulées en France sont en réalité sur la vague, etc., des mouvements Black Lives Matter aux États-Unis. C'est en partie vrai, mais les gros rassemblements qui ont eu lieu à Paris, il faut le dire, c'est aussi le travail du comité Adama et de Assa Traoré qui mène ce combat depuis plusieurs années. Et si Assa Traoré, elle n'appelle pas à ce rassemblement devant le tribunal de Paris le 2 juin en disant on se ramène devant le tribunal parce qu'ils veulent enterrer l'affaire et que malgré l'interdiction du préfet l'allemand, elle dit aux gens il faut y aller, on ne laisse pas faire le truc, etc. Et que les gens ne se fédèrent pas justement autour de cette figure, en réalité, qui est Assa Traoré, des quartiers populaires et de la lutte contre les violences policières. Ils sont même venus la chercher chez elle, les policiers, le jour J. Si elle ne mène pas ce combat-là, si elle ne prend pas ces risques-là à ce moment-là, en réalité, les manifestations monstres, elles n'ont pas lieu. En tout cas à Paris. Et je pense que c'est très important de le souligner parce qu'on a tendance à invisibiliser justement ces comités, justement quand on a, et là je parle des médias et puis du brouhaha un peu médiatique, mais on a tendance à invisibiliser ce travail qui a été fait depuis longtemps, juridique, politique, sur le terrain, etc., de sensibilisation et notamment de travail auprès des journalistes pour leur mettre la pression sur ces questions, auprès de la gauche aussi, qui n'a pas toujours été carré sur ces questions, loin de là. Et donc, ce travail minutieux qui depuis très longtemps existe, qui justement donne ses fruits à ce moment-là, effectivement, dans une séquence particulière qui est profitable justement à certaines affaires, etc. en France. Mais on ne peut pas juste dire, se contenter de dire, oui, s'il y a eu des grosses manifestations en France, etc., c'est parce que c'est un effet de mode, c'est Black Lives Matter, ça vient des États-Unis. Ce serait complètement faux de dire ça. Alors sur Twitch, Periodista demande, selon vous, avons-nous encore une chance d'échapper à la loi sécurité globale? Non. Non, clairement non. Est-ce qu'on va échapper à quelques articles? C'est possible. C'est peu plausible, mais c'est possible. Mais la loi en tant que telle, non, sa philosophie est totalement actée, défendue par le gouvernement et par la majorité des députés et des sénateurs. Donc il y aura bataille sur quelques amendements, notamment les amendements qui ont été apportés finalement par le gouvernement, l'amendement sur les drones, sur la surveillance, sur les caméras, et évidemment sur l'article 24. Mais il n'y a absolument aucune chance. Au contraire, si on écoutait les sénateurs l'autre jour dans leur conférence de presse,
leur mission a été, pour les rapporteurs de la loi, leur mission a été de rendre légal ce qui ne l'était pas, de faire ce qu'ils ont appelé du droit robuste, et notamment, par exemple, sur les drones, de faire en sorte que, effectivement, les drones qui aujourd'hui sont interdits par le Conseil d'État puissent devenir autorisés. L'idée, c'est pas du tout de dire ranger les drones. Cela dit, si cette question vous intéresse, la prochaine émission de Au Poste, lundi, ce sera avec les gens de la Quadrature du Net, avec Martin Drago et Benoît, qui viendront justement disséquer à quelques heures, à quelques jours du débat au Sénat, la loi sécurité globale. Mais a priori, il y a très très peu de chances pour qu'elle ne... Ouais, je voulais quand même rajouter un petit truc, si tu me le permets, David. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, il y a de grandes chances, effectivement, qu'elle soit votée et par le Sénat et par l'Assemblée nationale. S'ils se mettent d'accord, s'ils se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. En revanche, il y a derrière le Conseil constitutionnel. Alors certes, le Conseil constitutionnel, il prend des décisions qui quelquefois sont politiques, mais il est arrivé dernièrement, assez fréquemment même, qu'il censure un certain nombre de textes. Et plus il y aura une mobilisation sur certains articles, plus on poussera le cerveau politique du Conseil constitutionnel à accepter son cerveau juridique et à censurer l'article 24 ou à encadrer l'usage des drones, etc. Après, bon, bah, il y aura effectivement une loi sécurité globale et je partage l'avis de David. Comme le disent plusieurs... Comment tu dis, toi, les gens qui sont dans le chat, tu les appelles? Le chat, Des les internautes. viewers. Les viewers. Alors, selon les viewers... Non, c'est pas bon ça. Non, on dit les camarades chez nous. Voilà. Fly Mag, François également. Bon, voilà, il cite la loi Avia. Hein, moi, j'étais pas là, mais la loi Avia a été retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est ça, Maître? Un grand nombre d'articles qui rendaient inapplicable la loi Avia. Donc oui, ça peut aussi ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, ça me semble improbable que le Conseil constitutionnel censure tous les dispositifs prévus par la loi sécurité globale, c'est-à-dire les drones, c'est-à-dire la privatisation de la police, et c'est-à-dire la loi sécurité globale. S'il y a quelques articles qui doivent disparaître, et ben voilà, c'est la mobilisation qui le permettra. Alors là, nous devons nous référer à notre Conseil constitutionnel à nous, c'est-à-dire à Mélanie. C'est moi. Est-ce que nous avons encore un peu de temps ou il faut... comment on fait pour l'after, quoi? Eh bien, j'étais justement en train de discuter avec la régie qui me dit OK pour pousser 10 petites minutes de plus, mais 10 Ok, petites les gars, minutes, on a 20 minutes. Allez, c'est bon. Les incontrôlable. gars, il y a un after sur ma chaîne, n'oubliez pas. La régie est en Voilà. train de me dire Ben non, attends, s'il y a un after, non, c'est vrai. Donc, Ouais, on peut faire un after sur ma chaîne. Hein. bon, bah alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remercier absolument tout le monde. Non, on va prendre encore une ou deux questions on et peut puis prendre une après, ou deux questions quand même. après je pense. donc, Oui, voilà, pour les allons-y. honoraires supplémentaires, poste, qui adresse la facture, c'est. Un jour de David, fête, David. C'est l'aide, c'est pas l'aide juridictionnelle. C'est l'aide de quand j'ai trop bu. Bon, faut faire. Bon, on est d'accord qu'il va gagner le César du meilleur documentaire là. Bah, bien sûr, évidemment. Il me dit oui, Évidemment. mais non, mais machin, mais je pense pas, mais truc, mais. Allez, vas-y. On en Moi, je discutera vendredi de tout ça. On lance les paris. On saura vendredi, mais non, je vais répondre. Voilà, il y a Bougre qui nous dit et adolescente. Bah oui, bien sûr, l'archi favori, c'est le film Adolescente, qui concourt dans 6 catégories, dont celle du meilleur film et celle du meilleur documentaire. C'est l'archi favori, voilà. On verra, mais c'est déjà absolument dingue que le film aille là. C'est-à-dire que quand on en a parlé au tout début avec de Loustic, on parle pas de Mélanie. Je ne connaissais pas là à ce moment-là. Je parle des affreux là. Bon, là, on n'imaginait pas ça du tout. Donc c'est déjà extraordinaire, quoi. Voilà. On verra vendredi. Et donc, on verra vendredi. Voilà. Comme dirait l'autre, à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Voilà. Bravo. C'est ça. Je prends encore une ou deux questions. En plus, il y en a d'autres qui arrivent. On ne va pas s'en sortir. Merci Bougre.
Si sur, j'ai cru que tu parlais à moi, quoi. Je me suis dit, bon. Alors sur Facebook, Ariane Desneux demande à quand la suite de ce film en lien avec l'actualité pour un nouveau doc aussi passionnant et percutant. En fait, à quand un pays qui se tient sage 2? C'est ce qu'on est en train de nous demander ici. Non, enfin, ce sera quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être Taha, ce sera peut-être voilà. Voilà, moi j'ai fait celui-là et puis bah, aujourd'hui on fait ça. On fait au poste. Ça durera le temps que ça durera. On essaie de maintenir la pression sur ces questions-là. Euh, mais en tout cas, le cinéma c'est chouette. Donc il y aura non pas une suite, mais d'autres aventures sur grand écran, quoi. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Inch'Allah. Comme tu dis. On prend une dernière question, si ça vous va. Euh, Pierre Minuit dit il y a aussi la fin de Dernière Sommation qui est totalement ouverte et laisse imaginer une suite. Et même dans Dernière Sommation, il y a écrit à suivre, qui était un peu une boutade. Mais peut-être qu'il y aura une suite. Comme dirait Ta. Ah, Inch'Allah. Ah oui. On a du un mal peu avec planté, là, le fait de David, hein. finir les Ah là phrases là des là autres. là Oui, là. c'est vrai. Mais je crois qu'il y a un temps de latence aussi. Hein. C'est ça. Je laisse. Alors, j'en ai quand même pas mal. Chubiron sur Twitch demande les policiers sont-ils soumis à des tests psychologiques? Qui est soumis à des tests psychologiques? Les policiers sont-ils soumis à des tests psychologiques? Moi, pas à ma connaissance, hein. Il y a Asia Balouf du journal Le Monde qui a partagé sur Twitter des éléments d'une enquête avec violence de keuf qui sera disponible à 11h. Vous êtes au courant des infos à ce sujet? C'est pas du coup le truc qui vient de sortir là sur le commissariat à Vanves où il y a des policiers qui ont cassé le poignet d'une de leurs collègues en la jetant dans une cellule et qui se sont mis d'accord pour accuser un autre gars qui était en garde à vue à ce moment-là et qui ont fait des faux PV? Parce que ça vient de sortir ce soir là. Mais ça, c'est sorti ce soir, en effet. Je sais pas si c'est par rapport à ça dont tu parles, Alio H. Je pense que c'est ça parce que je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre. Voilà, là, c'est l'article. Au commissariat de Vanves, 2 policiers brutalisent une collègue et font accuser un tiers. Un homme a failli être jugé sur la base d'un faux procès-verbal. 2 fonctionnaires de Vanves dans les Hauts-de-Seine ont été mis en examen. C'est un article qui est daté de 18h30. Alors j'imagine que c'est celui-ci. Voilà, c'est un article réservé aux abonnés. Allez, je vous le montre quand même. Que je découvre en même temps que vous. Il y a une vidéo magnifique. Voilà, la loi du silence. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire et a placé sous contrôle l'un des 2 policiers, présenté comme celui exerçant un ascendant sur l'autre. Voilà. Si la jeune policière n'avait pas craqué, non seulement rien ne se serait su, mais les dégâts causés par les 2 compères auraient pu être pires. Dans les mois à venir, ils étaient, a-t-on appris de bonnes sources, sur le point d'obtenir leur habilitation brigade anti-criminalité. C'est-à-dire dans le monde. Voilà. On se quitte là-dessus, Mélanie. Il va falloir. Donc, merci infiniment à vous deux, à Arié, à Taha. Je me permettrai de signaler le compte-rendu du procès de ce matin par 20 minutes. Pour ceux que ça intéresse, où il y a le verbatim de tous les débats. Et il faut reconnaître que c'était quelque chose d'assez fascinant en fait sur tous les enjeux qu'il y a en ce moment sur la police, le fait de l'observer, de pouvoir la filmer, le sentiment d'impunité, les arguments de la défense des uns et des autres. Arié Halimi a beaucoup évoqué le fait que la police est un service public et que tant que
tant qu'il est public, il doit être filmable, il doit être observable, il doit être critiquable. Voilà, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à l'émission. Mélanie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et alors ensuite, moi je vais lancer un raid sur ta... Voilà. Bah, tu as déjà dit beaucoup. Merci encore une fois, effectivement, Arietta. Merci d'avoir été là avec nous, surtout aujourd'hui. Ça ne devait pas être une journée très simple, effectivement. Rappelez donc que le film est disponible en DVD depuis le 2 mars, qu'on va faire d'autres séances comme celle-ci avec d'autres intervenantes et intervenants. La prochaine, ce sera le 16 mars, toujours sur la plateforme et également sur le Facebook et le Twitch. Ce sera avec Sarah Massoud, avec Chloé Chalot et avec Mélanie Ngoye-Gaham. Également, vous trouvez toutes les informations sur la plateforme et on va faire un autre débat ensuite le 24 avec Vanessa Codaccioni et Mathilde Larère et plein d'autres débats. Voilà, c'est important de pouvoir continuer ces discussions-là avec vous en attendant le retour des salles et en attendant de pouvoir remontrer ce film en salle car nous le remontrerons en salle assurément. Merci beaucoup David, tu es toujours là et toujours en forme et toujours avec nous et on avait besoin de toi et on aura encore besoin de toi tout le temps. Le café à cette heure-ci, c'est donc ça ton Voilà secret. le secret. Je rappellerai toujours, amis du café, amis de la police, vous êtes les bienvenus. C'est très on important. s'arrêtera sur cette magnifique phrase alors peut-être, ou tu as un petit mot à nous dire? Merci de l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir converser avec les amis de la police. Voilà, ça, vous pouvez faire un clip avec ça. Merci beaucoup. Et donc, je voulais saluer Mélanie qui, dans son talent, avait prévu ce débat. Je crois même sans savoir qu'il y avait le procès aujourd'hui. Mais voilà, ça, c'est ça le talent. Hein. C'est le sens du timing, c'est extraordinaire. Merci beaucoup à Mélanie. Merci aussi à Audrey et à Colline qui sont dans les coulisses. Et un immense merci à François Robin et à Eurial qui ont modéré, qui m'ont aidé techniquement. Donc là, il faut que tu relances ta chaîne avec tous tes amis afin que je puisse envoyer un raid. Et pendant ce temps-là, moi, je vais discuter un peu avec ceux qui sont là. Et ensuite, on viendra tous te voir dans quelques minutes. Quoi. Voilà, merci beaucoup. Yes, je laisse le zoom, je coupe juste Voilà. ma caméra. Mais on peut couper le zoom en fait là. Bonsoir à tous. Merci maître. Salut Arié. Ciao. À toutes. Alors voilà les amis, c'est terminé ce débat, cette émission spéciale. Merci beaucoup, il y avait beaucoup de questions. Je ne pouvais pas tout prendre. Mais en tout cas, j'ai vu sur Twitch, je ne sais pas sur Facebook ce que ça donnait, mais sur Twitch, il y avait quand même beaucoup de discussions et là aussi des gens qui, parmi vous, qui apportent des éléments sur la justice, etc. Donc ça met du baume au cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Je vous rappelle qu'on a un Discord depuis quelques jours qui a été lancé de main de maître par François Robin et Eurial. Ce Discord, en fait, il nous permet, entre deux émissions, de prendre un peu le pouls de ce que vous pensez de l'émission, de ce que vous en attendez, si vous avez des envies d'invités, des suggestions, des débats que vous aimeriez lancer. On aura lundi, donc là je fais un peu le programme, on aura lundi les gens de la Quadrature du Net, ainsi que des gens dont je ne peux pas encore tout à fait donner le nom parce que c'est pas sûr à 100%, mais des gens qui viendront nous parler des manifestations du 20 mars contre les violences policières, lancées par les comités Justice et Vérité des quartiers. Et donc, lundi, ce sera plus technique, puisqu'on va parler beaucoup de drones, de surveillance. On parlera très peu, a priori, de l'article 24 de la loi sécurité globale, mais on s'intéressera aux 23 autres. Quoi, voilà.
N'hésitez pas à suivre la chaîne, à participer au Discord. Merci beaucoup. Et dans quelques instants, je vais lancer le raid sur la chaîne de Taha. Mais comment se fait-il qu'il n'apparaisse pas? Alors ça, c'est embêtant. Toc, toc, toc. Toujours pas trouvé de musique. Permettrait là d'avoir moins de blanc pendant que je cherche la chaîne de Ta. Attendez, bougez pas. Non, Ta c'est pas endormi. Est-ce que quelqu'un peut me dire si Ta a ouvert sa chaîne? Alors, il est en live, il est en live. Alors attendez, comment ça se fait? Ouais, je le vois pas. Ah, c'est peut-être parce qu'il avait lancé un raid sur nous. Ok. Ok. Ah, je dois faire ça comme ça. D'accord. Attendez, bougez pas les amis. Bougez pas, pas de panique. Donc ça, je le fais dans le chat, hein. C'est bien ça, François? Que tu me demandes d'écrire. Ce serait ça. Ok. Eh bien, je vous dis à lundi, 19h. 19h à lundi. Merci beaucoup. C'était super. Vous étiez là. C'était super. Là. Vous êtes prêts à lancer le raid? C'est parti. À lundi, 19h. Merci beaucoup. Et d'ici là, rendez-vous dans notre Discord. Ciao, ciao.